Zelda. Tout le monde connaît cette licence légendaire du jeu vidéo. Son 20e jeu principal vient de sortir et il est toujours largement à la hauteur de ses prédécesseurs. Mais comment en est-on arrivé là? Quelles sont les fondations qui ont permis à tous ces jeux d'être aussi appréciés? Je vous propose d'aller explorer tout ça en nous replongeant ensemble dans l'origine de la licence. The Legend of Zelda. Le jeu se lance, et nous voilà face à l'écran titre qui nous raconte rapidement le contexte et le but du jeu, notamment le fait qu'il faudra se rendre dans 8 donjons pour y récupérer des fragments de Triforce, et le tout sur un fond d'une musique bien épique qui met directement dans l'ambiance. Pas étonnant quand on sait que c'est le grand compositeur Koji Kondo qui s'est occupé de toute la bande son du jeu. Ensuite, Link, le personnage jouable, apparaît, et vous voilà seul dans un tableau proposant 3 chemins différents. Le joueur sera directement attiré par la petite entrée dans la grotte, et il y fera la rencontre de son premier PNJ, un vieil homme qui offre une épée. Ouais, de nombreux monstres voudront la peau de Link, et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Et après, il n'y a pas de direction donnée, le joueur ira où il veut. À l'ouest, il pourra explorer les bois perdus, à l'est, il y trouvera une zone montagneuse proche de la côte sud, et au nord, en continuant d'avancer dans les plaines, il y trouvera au bout d'un pont son premier donjon. Bref, c'est un open world. Un open world sur NES. Et le concept était vraiment poussé, c'est une réelle volonté de perdre le joueur afin qu'il l'explore de lui-même, découvre des secrets et devienne plus fort pour progresser dans son aventure. Et des choses à trouver, il y en a. Des fontaines de fées pour récupérer toute son énergie, des marchands qui peuvent vendre différents objets à différents prix, des PNJ mystiques qui donnent des indications ou des énigmes, des jeux d'argent et même des réceptacles de cœur pour augmenter son total de vie. Et c'est également en explorant que le joueur comprendra vite qu'il ne peut pas accéder à tout directement, certains éléments semblant simplement bloqués. Et c'est là que le jeu dévoile tout son génie. Le but de l'aventure est de terminer 8 donjons avant d'aller terrasser le terrible Ganon. Et ces donjons sont présentés sous forme de labyrinthes souterrains cachés dans toute la carte. C'est véritablement une seconde dimension qui est ici proposée. Mis bout à bout, les donjons forment une carte pratiquement aussi grande que celle de la surface. À l'intérieur de ceci, l'exploration laisse place à l'adresse et à la réflexion. Même si là, on est encore sur NES aux prémices de la licence, donc ne vous attendez pas à des énigmes extrêmement poussées. La difficulté majeure résidera dans le fait de vaincre des vagues de monstres pour pouvoir ensuite accéder à la salle suivante en déverrouillant une porte ou en dénichant l'accès d'un souterrain caché. Les premiers donjons sont assez simples, mais assez vite la difficulté augmente. Mention spéciale aux donjons 6 et 9 qui sont particulièrement galères, notamment à cause de ces maudits Wizrobes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tous les donjons sont réellement chargés sur une même carte, pour des soucis d'espace dans la cartouche. Et c'est la raison pour laquelle leur forme s'emboîte parfaitement. Mais ces donjons ne servent pas simplement de checkpoint à l'aventure. Ils contiennent tous un ou plusieurs objets bien précis qui serviront aux joueurs à progresser sur la carte ou même dans d'autres donjons. On l'a dit, le jeu est un open world, rien n'empêche le joueur de se rendre au 8e donjon dès le début de son aventure. Et là où n'importe quel jeu de l'époque aurait simplement bloqué l'accès avec une porte qui ne s'ouvre pas tant que les 7 premiers donjons n'ont pas été terminés, Zelda lui est bien plus malin. Le joueur va où il veut au gré de ses découvertes, mais s'il n'a pas accumulé assez de puissance, assez de défense ou assez de cœur, il ne fera simplement pas le poids face aux très nombreux monstres plus dangereux à chaque nouveau donjon. Mais bien plus directement, s'il n'a pas les objets cachés dans les premiers donjons, il se retrouvera vite bloqué par des éléments logiques. Tu ne sais pas comment passer ce courant de lave dans le 6e donjon, tant que tu ne récupères pas l'échelle du 4e donjon, tu ne pourras pas le traverser. C'est pas un blocage bête et méchant, c'est la logique simple de l'univers qui entre en jeu. Pareil pour le boss de ce même donjon, un vieillard indique qu'il faut viser ses yeux. Si le joueur n'a pas récupéré l'arc du premier donjon, il ne pourra pas le vaincre. Et c'est comme ça pour tout le jeu. Le radeau permet d'accéder au 4e donjon, mais également à un réceptacle de cœur si le joueur explore bien la carte. Le sifflet permet, en plus de vaincre le boss du donjon 5, de se téléporter à chaque donjon déjà terminé, mais également à faire apparaître le 7e donjon, si le joueur en joue au bon endroit selon les indications d'un vieillard. Plus subtil encore, un PNJ du 4e donjon indique que l'on peut entrer dans une cascade. Une fois ceci fait, le joueur y découvrira une vieille dame qui, en échange de rubis, indiquera la marche à suivre pour trouver le donjon 5. Et toute l'aventure s'enchaîne naturellement ainsi. Peu à peu, le joueur découvrira des raccourcis pour se rendre plus rapidement à certains points de la carte qui, il faut dire, est très grande pour de la NES. En apportant une lettre à une vieille dame, il devient possible de s'acheter des potions de vie, extrêmement pratiques dans les donjons les plus corsés. Si le joueur possède 5 cœurs, il pourra obtenir une épée blanche, 2 fois plus puissante que l'épée de base. Et s'il atteint 12 cœurs, ce qui demande obligatoirement d'avoir terminé une certaine quantité de donjons, il pourra porter l'épée magique, l'arme la plus puissante du jeu, 4 fois plus forte que l'épée de base. En parallèle, en ayant assez de rubis et en trouvant la bonne boutique, le joueur aura l'occasion d'acheter une bague bleue qui doublera sa défense. Et ce, couplé aux différents objets de donjons qui peuvent également être utilisés offensivement comme le boomerang ou la baguette magique, la puissance de Link progressera très naturellement sans que le jeu ait à passer par un système d'XP qui augmente bêtement des statistiques.
Et c'est tout ça qui en fait, à mon humble avis, une excellente progression de l'aventure. Et c'est bien le jeu Zelda 2ème du nom qui va tout foutre en l'air en incorporant un système d'XP. Et ce tout en ruinant la liberté totale du premier titre et en le rendant bien plus lourd avec tout un tas de dialogues et de phases de gameplay creuses. Mais bon, le jeu a quand même un excellent système de combat incroyablement en avance sur son temps qui, bien qu'extrêmement exigeant, est terriblement fun et dynamique. Mais bref, je m'égare, revenons à notre Zelda premier. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de dialogue dans ce jeu, il y a même beaucoup moins de PNJ tout court, il y a même pas de village en fait. On se retrouve seul dans ce grand monde où la nature domine. Les rares PNJ sont tous cachés dans des grottes ou des donjons. Il n'y a jamais personne pour nous dire clairement de nous rendre à tel ou tel endroit. Même les indications utiles apparaissent soit sous forme d'énigmes, soit après avoir lâché quelques rubis. Bref, on est seul. Vraiment seul. Et je trouve ce sentiment tellement important. On mène nous-mêmes notre aventure en découvrant le monde qui nous entoure. C'est vraiment pas simple de vous décrire à quel point cet open world est réussi. Je pense qu'il faut vraiment jouer au jeu pour ressentir la chose. C'est quand même dingue de se dire qu'en 1986, Zelda réussit largement mieux son monde ouvert que Pokémon en 2022. Ouais, je suis pas là pour tirer sur l'ambulance, mais je pense vraiment qu'un open world mal maîtrisé ou simplement pas terminé pour des contraintes de temps absurdes, c'est l'une des pires choses qu'un jeu peut subir. Zelda 1 est un jeu réussi. Tout s'enchaîne rapidement sans cinématique ni temps de chargement. Miyamoto a complètement su retranscrire son goût pour l'aventure qu'il animait enfant. Ce jeu est pur, dénué de longues explications, de scénarios dirigistes ou d'une intro à rallonge. Les seuls mots d'ordre sont la liberté et l'exploration. C'est votre aventure. Une véritable épopée qui permettra à une licence légendaire d'émerger. Mais sur ces belles paroles, il est enfin temps de terminer notre histoire. Après avoir parcouru les 8 donjons et ainsi récupéré les 8 fragments de Triforce, le joueur peut enfin se rendre au lieu de sa dernière épreuve, la montagne de la mort. Ce donjon est de loin le plus long et difficile du jeu. Il possède même sa propre musique qui indique clairement sa supériorité aux autres. Mais en s'accrochant, le joueur parviendra tout de même à atteindre la dernière salle. La dernière salle avant l'affrontement ultime contre le maléfique Ganon. Bon, je pense vous avoir assez expliqué pourquoi je considère que ce jeu incroyable est un incontournable de la NES, voire même de la licence Zelda dans sa globalité. C'est quand même marrant de se dire qu'il aura fallu attendre Breath of the Wild pour retrouver un véritable open world dans la série. D'ailleurs, ce jeu et bien d'autres font des références directes à Zelda 1er. Et je suis sûr que vous seriez surpris de savoir le nombre de monstres de Tears of the Kingdom et Breath of the Wild qui viennent de Zelda 1. Attention au spoil, les chouchous, les chauves-souris, les Gibdo, les Like, les Linel, les Moblins, les Octoroks, les éboulements, oui, et au même endroit de la carte d'ailleurs, les ennemis Stal, les sorciers, les Auras, les Grioks, Goma, et bien sûr Ganon. Et d'ailleurs, dans Breath of the Wild, on achève Ganon de la même manière que dans Zelda 1. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Zelda 1. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est la première vidéo écrite que je sors sur Zelda, faut dire que la sortie de TOTK m'a bien motivé à me replonger dans cette fantastique licence. J'espère que ça vous aura plu, dites-le moi en commentaire, si c'est le cas je pourrais donner mon ressenti sur d'autres jeux de cette façon à l'avenir, pas forcément sur la série Zelda, même s'il y a d'autres titres que je pourrais traiter, notamment Link's Awakening qui est mon jeu préféré de la licence. Mais en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les potes!